Bonjour, chers étudiants du Master 1. Ce jour, nous vous présentons le séminaire sur les théories et les approches de l'action humanitaire. Ce séminaire a introduit à la problématique humanitaire de manière générale. Il est structuré en 5 chapitres. Le premier chapitre, il porte sur la conceptualisation et les fondements de l'action humanitaire. Dans ce chapitre, nous aborderons la question de la définition et des caractéristiques de l'action humanitaire. Puis, nous aborderons les questions de la fondamentalité de l'action humanitaire. Dans le deuxième chapitre qui porte sur la structuration de l'espace humanitaire, nous verrons d'une part la diversité et les caractéristiques sociologiques des acteurs humanitaires, et d'autre part, nous verrons la problématique des personnels humanitaires, leur carrière et leurs problèmes de sécurité, y compris leur rapport aux victimes et aux bénéficiaires de l'aide humanitaire. Dans le troisième chapitre, nous abordons la problématique des enjeux et des défis opérationnels de l'action humanitaire sous le triptyque de la sécurité, de l'impact et des enjeux et défis opérationnels. Dans le quatrième chapitre, nous verrons les dilemmes et les problématiques de l'action humanitaire, notamment au travers de l'interprétation des principes fondamentaux de l'action humanitaire. Nous aborderons aussi la question de l'humanitaire perçu comme un marché. Nous aborderons les questions de la défense des principes humanitaires, les problèmes de neutralité, de la professionnalisation, de la diversité des institutions et des difficultés à les coordonner sur le terrain opérationnel, des problèmes de gestion civile des crises et surtout les rapports avec les autorités locales lors du déroulement de l'action humanitaire. Enfin, dans le dernier chapitre, nous verrons quelles sont les principales approches techniques et opérationnelles de l'action humanitaire. Nous étudierons le cycle, le programme humanitaire, le principe ne pas nuire, d'où nos armes. Nous étudierons également le principe ne laisser personne de côté, ni au bien. Nous verrons ce que c'est les problèmes de suivi, d'évaluation, de redevabilité, d'apprentissage. Nous verrons aussi quels sont les principes pour mieux reconstruire. Nous verrons les problèmes du WOSH en ce qui concerne les questions de l'eau, l'assainissement et de l'hygiène. Enfin, nous verrons le problème de la coordination au travers des clusters. Nous verrons le problème du passage au nexus, c'est-à-dire que le lien entre les interventions humanitaires, le développement et la paix. Nous verrons le problème des systèmes de marché inclusifs, comment développer les marchés inclusifs dans cet environnement, et nous verrons enfin les problèmes de responsabilité sociale des organisations humanitaires. Donc, autant de sujets divers et variés dans le cadre de ce séminaire, mais le plus important, c'est d'aller à l'essentiel, parce qu'il ne s'agit pas de reprendre tout sur le coup. Ce serait trop vaste et fastidieux, et le temps limité que nous a imparti ne nous permet pas. Par contre, nous vous conseillerons dans les notes de bas de page du document que vous avez reçu des lectures d'appoint pour pouvoir approfondir certaines questions, certains sujets. Voilà, mesdames, messieurs, l'ossature de ce séminaire qui est fondé sur le document qui vous a été remis il y a plusieurs semaines, que vous devez imprimer pour pouvoir consulter et travailler pour l'approfondissement de ce séminaire. Venons-en à nos propos introductifs. Alors rappelons simplement, ce qui peut être une évidence, mais il faut quand même le rappeler, que l'action humanitaire vise à protéger et à sauver des vies. Ça, c'est le principe de base.
C'est-à-dire que lorsqu'il y a une crise, qu'elle soit liée à une catastrophe naturelle ou à un conflit, l'intervention humanitaire vient pour protéger et sauver les vies. Parce que l'État fait face à des défis énormes et il n'est plus en capacité, ou en tout cas ne dispose pas des moyens suffisants pour pouvoir répondre à la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les populations victimes de la crise humanitaire. Donc voilà l'objectif de l'action humanitaire. Ce n'est ni une action politique, ni une action partisane. Elle est là, elle est occasionnelle, elle est momentanément, elle est conjoncturelle. Et ce n'est pas à elle de remplacer l'État. Mais l'action humanitaire offre une perspective aux populations pour pouvoir protéger ce qui leur est essentiel, leur dignité, dans un contexte de crise où il y a eu une rupture des capacités de l'État à pourvoir aux besoins fondamentaux des populations. Voilà, au fond, ce qui guide une action humanitaire. Nous savons que l'action humanitaire a beaucoup évolué aujourd'hui. Et lorsqu'on fait une analyse critique des 40 dernières années de l'action humanitaire, on voit très bien qu'il y a eu des évolutions, des mutations, des reconfigurations qui peuvent aujourd'hui expliquer les limites et les dilemmes auxquels sont confrontés les acteurs humanitaires en termes de prévisibilité, en termes de coordination, en termes d'efficacité, voire même en termes d'efficience. À ces problèmes opérationnels s'ajoute le problème du financement de l'action humanitaire. Le contexte de crise économique internationale, les désillusions générées par la malgouvernance humanitaire de quelques organisations, placent le financement de l'action humanitaire dans une forme de désenchantement d'un côté et de l'excès bureaucratique de contrôle de l'autre. Ce qui, nécessairement, dissuade pas mal d'intervenants, pas mal d'organisations qui se trouvent confrontés à des difficultés pour rendre compte des opérations que ces acteurs peuvent être amenés à faire sur le terrain. Cette situation, finalement, elle est contre-productive et elle expose d'ailleurs beaucoup d'organisations humanitaires à des critiques sévères, notamment dans un contexte de médiatisation croissante où le concept finalement de rentabilité à tout va s'est incrusté dans l'action humanitaire, où finalement on voudrait qu'il y ait également une rentabilité humanitaire. En quelque sorte, chaque dollar, chaque euro, chaque franc mis dans une opération humanitaire doit nécessairement s'inscrire dans une perspective de rentabilité, de bénéfice entre ce qui est investi auprès des populations et les résultats. Enfin, nous sommes dans un contexte globalisé, mais également instable, qui nous amène à nous interroger sur la capacité des acteurs humanitaires à travailler avec sécurité et sérénité dans un contexte mondial où les enjeux géopolitiques et les préoccupations de puissance prennent le pas finalement sur l'objectif même du départ, à savoir venir au secours des populations victimes de crise de manière neutre, impartiale et efficace. Et donc, bien souvent aujourd'hui, le terme humanitaire souffre même de son succès. Il est employé à tort et à travers.
la porosité qui existe aujourd'hui entre les organisations humanitaires et les États pourvoyeurs de l'assistance humanitaire fait que l'action humanitaire devient un champ professionnel très volatile où on assiste également à une surmédiatisation de certaines crises et à une sous-médiatisation d'autres crises. On peut donc dire aujourd'hui que l'action humanitaire se déroule dans un contexte de tension, de soupçon, d'ingérence et de méfiance. Ce contexte ne facilite pas les choses pour les organisations humanitaires. Certaines organisations souffrent de leur propre popularité, soulèvent des questions sur leur mode de financement. Mais à côté, on voit également des États qui se veulent être des États dotés des capacités d'intervention humanitaire, alors même que ces États n'arrivent pas rigoureusement et sérieusement à remplir leur mission en tant qu'État dans l'expression de leur politique internationale. Certains préfèrent emprunter les couloirs particuliers de l'action humanitaire pour exprimer leur puissance diplomatique. Certains s'arrogent le drapeau de l'humanitaire pour pouvoir accomplir insidieusement des visées géopolitiques. Donc nous sommes dans un système qui est brouillé. Mais ce brouillard instrumentalisé par les différents acteurs internationaux ne devrait pas nous faire oublier l'objectif principal de l'action humanitaire, à savoir la protection des victimes, qui constitue l'élément clé de l'action humanitaire dans des situations de conflit comme dans des cas de catastrophes naturelles. Ainsi donc, pour éviter cette instrumentalisation, ces manipulations, ces gesticulations médiatiques, il a été élaboré non seulement des normes de l'action humanitaire, mais également des outils d'évaluation, des outils de gestion, de conduite de l'action humanitaire sur le terrain. Tel est le cas, par exemple, de la charte humanitaire, Sphère, qui était un outil pertinent, opérationnel. Tel est le cas des standards humanitaires, de la norme humanitaire fondamentale, etc., etc. Tel est le cas d'un certain nombre de codes de déontologie, mais aussi des instruments juridiques qui encadrent l'action humanitaire, qui offrent des balises juridiques et éthiques aux opérateurs humanitaires sur le terrain. On peut donc dire que de nos jours, rares sont les interventions humanitaires qui ne sont pas conduites sous la bannière de ces normes et de ces principes humanitaires. Au-delà de la récupération rhétorique savamment orchestrée par certaines organisations, le plus important ici est de voir quels sont les outils, les balises, les principes juridiques qui gouvernent la conduite de l'action humanitaire. Il n'est pas donc nécessaire pour nous de revenir sur des débats qui me semblent aujourd'hui dépassés, à savoir quelle est la légitimité de l'action humanitaire, etc., etc. Je crois que l'évolution des choses montre aujourd'hui que l'action humanitaire est légitime. Plusieurs textes consacrent la légitimité et la légalité de l'intervention humanitaire. Pour n'être besoin de revenir sur ces débats, puisque je vous ai indiqué des références qui vous permettent d'approfondir ces questions théoriques. Je dirais simplement d'abord dans un premier chapitre, quels sont les concepts de base de l'action humanitaire, quels sont ses fondements. Rappelons d'abord que le caractère polysémique
du concept de l'action humanitaire. Si ce mot apparaît plus ou moins dans la première moitié du 19e siècle, visant le bien de l'humanité, visant les intérêts de l'humanité, ou ce qui concerne l'humanité, dans une dimension philanthropique, aujourd'hui, l'action humanitaire a bien évolué et je reprendrai à mon compte la phrase de Ronnie Broman que vous avez à la page 6 du document, où il dit que l'action humanitaire est celle qui vise sans aucune discrimination et avec des moyens pacifiques à préserver la vie dans le respect de la dignité, à restaurer l'homme dans ses capacités de choix. Je crois que cette définition proposée par Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières, nous propose en même temps un code de conduite, puisqu'il parle de la non-discrimination, de l'action humanitaire et du caractère pacifique de l'action humanitaire pour contribuer au respect de la dignité humaine dans une situation de crise. Nous avons donc là une triptyque, la non-discrimination, c'est-à-dire sa neutralité, son impartialité, mais opérer avec des moyens pacifiques, c'est-à-dire l'action humanitaire n'est pas une opération militaire, ce n'est pas le fait d'un corps expéditionnaire qui viendrait à imposer sa volonté sous le prétexte de sauver une population. C'est une action pacifique dont l'objectif est de préserver, de protéger la dignité humaine dans un contexte de crise humanitaire. Je crois que cette compréhension est suffisante pour expliquer le développement et toute la dogmatique autour de l'action humanitaire. On a besoin de rappeler également que l'action humanitaire est une assistance fournie par un seul ou plusieurs acteurs et qui s'insère à niveau varié dans un dispositif international de l'aide. C'est la définition que propose Philippe Riefman. Qu'il s'agisse finalement d'une aide dans un contexte de conflit armé, interne ou international, ou d'une aide qui vient en appui des populations qui subissent les affres d'une catastrophe naturelle. À partir de ces définitions-là, on peut donc dire qu'il y a, au fond, l'idée de préserver et de protéger la dignité humaine des victimes des catastrophes naturelles et des conflits armés. On peut donc résumer cela au travers de cette idée. Alors, abordons la fondamentalité, ce que j'ai appelé la fondamentalité querellée de l'action humanitaire. Alors, j'évoque d'abord les fondements religieux. Je vous renvoie au document de lecture où j'évoque d'abord l'apparition d'un certain nombre de principes depuis la religion juive, dans la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je vous évoque les principes qui concourent aux exigences de charité, au secours à l'égard de l'étranger, de la veuve, de l'orphelin. Tous ces principes-là vont être le creuset de l'action humanitaire. La foi et l'espérance promues dans la Bible vont être les ferments religieux de cette action humanitaire. Il n'est pas nécessaire de développer de manière détaillée toutes ces questions. Je vous renvoie à ce qui est écrit dans le cours. Mais simplement rappeler qu'en substance,
le poids de l'Église catholique dans la société d'alors, avec des penseurs comme saint Thomas d'Aquin, avec des penseurs comme Francisco de Victoria, bref, tous ceux qui vont participer à l'essor du droit international, mais également des principes humanitaires. Je citerai le jésuite Francisco Suarez, qui insiste sur la nécessité de distinguer les combattants des non-combattants et d'exclure donc les non-combattants de toutes les représailles. Et Suarez introduit d'ailleurs l'idée de la limitation de la souveraineté des États en faisant valoir que chaque État appartient à une communauté des nations liées par les principes de solidarité et des obligations réciproques. Calvin, Jean Calvin, du côté des protestants, relativise d'ailleurs la soumission des combattants aux autorités en affirmant le droit à la désobéissance civile et ce qu'on appelle l'objection de conscience lorsqu'il y a un doute sur la licéité de la guerre. Donc on voit qu'il y a là des ferments théologiques, religieux, etc., qui vont conspirer au corps du corps social et aboutir plus tard à l'érection de ce que nous avons appelé les principes humanitaires. Je passerai très rapidement sur l'islam également, qui, à travers certaines pratiques, a pu donner naissance à des principes humanitaires, notamment en ce qui concerne l'assistance aux personnes les plus démunies. À ces principes religieux comme fondement, on pourrait aussi adjoindre les principes anthropologiques et philosophiques. Sans aller dans les détails qui sont expliqués dans le cours, que je vous invite à lire plus sagement, il n'y a qu'à rappeler les écrits d'Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, qui parle d'un devoir de solidarité entre les hommes, même si, par ailleurs, il exclut les esclaves de cela. Aristote analyse la vertu de la générosité, qui doit s'exercer sous certaines conditions, c'est-à-dire le mérite de celui qui reçoit, et la vertu de l'amitié qui se confond avec une certaine philanthropie. Lisez l'Éthique à Nicomaque, livre 5, 1-3. Parmi les avantages de cette amitié, Aristote cite la garantie d'être secouru en cas d'infortune, ce qui renvoie aux situations de détresse qui font appel à l'action humanitaire. Il dit que dans la pauvreté et les autres infortunes, on pense généralement que les amis constituent le seul refuge. Ces principes vont constituer des fondements à l'action humanitaire. Lorsqu'on est dans une situation de conflit, lorsqu'on est dans une situation de détresse suite à une catastrophe naturelle, seuls les États et les organisations amies vont devenir le dernier secours. Je parlerai également de Cicéron dans son traité sur les devoirs, qui souligne la solidarité qui existe entre tous les hommes membres d'une communauté humaine et qui doivent par conséquent réciproquement assistance en cas de difficulté. Donc, ces idées de Cicéron, ces idées du juriste Hugo Grotius, qui publie un ouvrage resté célèbre en 1625, du droit de la paix et de la guerre, on trouve là les ferments religieux, philosophiques, théoriques de l'action humanitaire. Je pourrais citer d'autres auteurs, Emmanuel Kant, dans la doctrine de la vertu. Prenez besoin d'aligner les auteurs. Je pense que ces quelques rappels sont importants et nous permettent de voir quels sont les fondements religieux, philosophiques. Il y a également les fondements historiques et les droits de l'homme.
et de l'action humanitaire. Ces fondements, nous les trouvons presque dans toutes les sociétés. Rappelons Guillaume d'Andelot, par exemple, qui évoque l'initiative du pape Benoît XII. Le pape Benoît XII, en juin 1340. Juin 1340. Nous sommes donc au XIVe siècle, qui organisa des actions d'aide en faveur des populations de certains diocèses, notamment à Reims, à Noyon, à Cambrai, victimes de la guerre de 100 ans. Rappelons le travail de Saint Vincent de Paul, qui vit entre 1581 et 1660, qui, devant les dévastations provoquées par les guerres qui frappaient le royaume de France, a mis en place un modèle d'entreprise caritative fondé sur des méthodes précises d'encadrement, de surveillance et de communication. Ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler l'ancêtre de l'entrepreneuriat social n'est pas nouveau. Voyez-vous. Donc, cette idée d'entreprise caritative est une vieille idée. Elle a permis de mettre en place des sociétés de secours. Et le travail remarquable de Saint Vincent de Paul en la matière reste toujours une ligne directrice pour tous les opérateurs humanitaires. Je pourrais aussi évoquer des actions charitables qui ont été menées par les églises. Par exemple, la création en 1865 de l'Armée du Salut, une entreprise caritative qui met l'accent sur la pastorale de la charité au profit des pauvres. Et c'est avec cette Armée du Salut que va poindre à l'horizon la forme contemporaine de l'assistance humanitaire et qui va se déployer au fur et à mesure et trouvera le point culminant, le point flamboyant de son émergence le 24 juin 1859 à Solferino, lors de la bataille de Solferino. Cette célèbre bataille que je vous conseille de lire sur Internet, qui provoqua ce 24 juin 1859, en 15 heures de bataille, près de 40 000 soldats, autrichiens, français, italiens, tombent ou sont blessés. Mais ils sont abandonnés sur le champ de bataille. Ils sont abandonnés sur le champ de bataille. Et c'est là que Henri Dunant décide d'intervenir pour soigner les blessés de la guerre. Et c'est là qu'il inspire la nécessité d'une structuration institutionnelle des actions de secours en cas de guerre et donc donne naissance à la Croix-Rouge. Cette Croix-Rouge qui va se développer, qui va se déployer partout dans le monde et va créer donc cette famille qu'on appelle la famille de la Croix-Rouge qui comprend le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale de la Croix-Rouge sur lequel nous reviendrons plus tard lors de la structuration institutionnelle. Et avec les guerres de la fin des années 60 et du début des années 70, va naître ce qu'on va appeler le sans-frontiérisme, avec Médecins sans frontières, mais aussi d'autres organisations, notamment lors de la guerre du Biafra au Nigeria, et qui va donner l'essor à l'action humanitaire. Il faut donc comprendre que ces fondements historiques nous donnent des repères pour voir que l'action humanitaire n'est pas une action spontanée. Il y a un enracinement philosophique, théologique, historique, qui nous permet de relativiser certaines critiques formulées aujourd'hui contre l'action humanitaire. C'est une action ancienne qui a évolué, qui s'est métamorphosée, qui s'est professionnalisée, qui aujourd'hui a reçu un encadrement juridique et éthique
mais qui ne s'est pas départi de ses repères philosophiques, historiques ou religieux. Et nous aboutissons donc à l'époque contemporaine, à partir de 1949, à l'élaboration et l'adoption des conventions de Genève, les 4 conventions de Genève et leur protocole additionnel qui constituent ce qu'on appelle le droit de Genève, mais qu'à côté nous avons également d'autres textes, parfois plus anciens, qui constituent ce qu'on appelle le droit de la haie, le droit de la guerre, comme on l'appelle souvent, un droit qui porte sur les méthodes et les moyens licites de la guerre, et c'est la conjonction du droit de la haie et du droit de Genève qui nous donne cette architecture normative et institutionnelle du droit international humanitaire qui va être complétée plus tard par le droit de New York qui, lui, va porter sur la répression des crimes internationaux, notamment le crime contre l'humanité, crime de génocide, torture, etc., au travers d'un certain nombre d'instruments qui vont être adoptés dans le cadre des Nations Unies, y compris même un certain nombre de textes en ce qui concerne la protection des réfugiés, des déplacés, des apatrides et des migrants. Donc nous avons là une structuration normative qui s'équilibre, qui a vocation à régir les activités des opérateurs humanitaires dans des situations de conflit et de catastrophes naturelles, mais qui permet également de se déployer en temps de paix. Et donc, c'est cet ensemble qu'il vous faut maîtriser pour comprendre la structuration juridique de l'action humanitaire. Et enfin, d'autres instruments, d'autres outils vont compléter. Par exemple, sur la sécurité, la Convention du 9 décembre 1994 qui porte sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé. Et d'autres textes qui vont compléter, des résolutions. On assiste parfois à un développement prolifique, une prolifération normative qui parfois nous entraîne dans une complexité où il est difficile de connaître la véritable valeur juridique de certains instruments. Mais qu'à cela ne tienne, retenons que l'action humanitaire a des fondements et vous envoyez les détails dans ce qui est proposé dans le document court jusqu'à la page 13. Le deuxième chapitre de cet enseignement porte sur la structuration de l'espace humanitaire. Nous allons donc faire une deuxième vidéo pour traiter de ce chapitre, pour que les vidéos ne soient pas trop lourdes. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.